Alors, les bêta-bloquants, tant attendus. Comprendre la pharmacologie des bêta-bloquants pour comprendre et mémoriser leurs indications thérapeutiques. Là, on est quand même à un degré d'explication franchement plus avancé que pour les antiarythmiques. Pour les antiarythmiques, j'ai été assez superficiel et général, mais comme je vous l'ai expliqué, c'est vraiment des médicaments de spécialité. En revanche, ici, les bêta-bloquants, c'est du médicament de médecin généraliste. Raisonner sur les mécanismes d'action des bêta-bloquants pour mémoriser leurs effets indésirables, leurs contre-indications et les interactions médicamenteuses. On l'a fait au cours de l'ED. Donc, 3 indications majeures: hypertension artérielle, insuffisance coronaire et insuffisance cardiaque. Donc, 3 maladies qui, avec leur physiopathologie, vont vous paraître évidemment l'indication des bêta-bloquants. Dans l'insuffisance coronaire, juste là, je vous parle de l'angor et du post-infarctus, mais voilà, le post-infarctus, ça va être essentiellement les patients que vous allez voir comme médecin généraliste, mais la démonstration sera faite beaucoup plus sur l'angor, angine de poitrine, insuffisance coronaire. Et puis, vous retrouvez ici les troubles du rythme supraventriculaire, dont on vient de parler, et puis quantité d'autres indications, la migraine, le glaucoma angle ouvert, etc., etc. Donc, on commence par les propriétés pharmacodynamiques générales. Les bêta-bloquants, ce sont, on vous a bien fait travailler en ED, niveau 1 de réponse, niveau 2, niveau 3, chaque fois on gagne en complexité, mais globalement, il faut être simple. Bêta-bloquants, ce sont des antagonistes des récepteurs bêta-adrénergiques. Je vous ai raconté dans le PACES comment ils avaient été développés, quels étaient les déterminants moléculaires de leur développement. Ce sont tous des antagonistes des récepteurs bêta-adrénergiques, propriétés communes. Mais évidemment, en fonction du tonus sympathique sous-jacent, ils vont être plus ou moins efficaces. Et je vous le dis chaque fois, dans l'amphi, probablement que certains d'entre vous battent à 50 par minute, d'autres sont à 100 par minute, la grande majorité autour de 70. Si je donne la même quantité de bêta-bloquants à ceux qui battent à 100 par minute, je vais beaucoup les ralentir. Et si je donne la même à ceux qui battent à 55, je vais peu les ralentir. Donc, puissance et efficacité. La puissance est quand même une notion beaucoup plus pharmacologique dose-réponse, mais l'efficacité ou l'effet dépendent de l'hypertonus sympathique. Alors, les 2 effets cardiaques qu'on a déjà détaillés dans le cours sur les antiarythmiques, c'est l'inotropisme et c'est le chronotropisme. Ils sont inotropes, chronotropes négatifs parce qu'ils baissent, parce qu'ils bloquent l'activation des récepteurs bêta-adrénergiques. Inotrope négatif, ça veut dire je diminue la contractilité. Chronotrope négatif, ça veut dire je suis bradycardisant. Je baisse la fréquence cardiaque. Et la notion de bradycardie est une notion capitale avec les bêta-bloquants puisque ça va expliquer beaucoup de leurs effets. Donc cette bradycardie, on l'a vu à l'instant, s'exerce à l'endroit majeur de sollicitation du myocarde pour la fréquence cardiaque, qui est l'interaction entre les neurones postsynaptiques, sympathiques et le nœud sinusal. Libération de noradrénaline, activation des récepteurs bêta-1 adrénergiques au niveau du nœud sinusal. Et là, les bêta-bloquants, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, en modifiant la quantité de nucléotides cycliques, vont modifier ou moduler l'activité de ce canal HCN. Canal HCN qui va moduler ce courant IF. Donc, vous augmentez la pente, eh bien, vous êtes tachycardisant. Vous diminuez la pente, vous êtes bradycardisant. Pourquoi? Parce que vous arrivez plus ou moins rapidement au potentiel seuil. Donc, les antagonistes des récepteurs bêta-1 adrénergiques diminuent le courant IF parce que ce courant IF est modulé par des nucléotides cycliques. Voilà la raison de la bradycardie des bêta-bloquants.
Et puis, vous savez qu'il y a toujours 4 propriétés. Batmotrope, c'est l'excitabilité. Drotmotrope, c'est la conduction. Donc, tout est négatif. Si bien que pour l'hémodynamique cardiaque, qu'est-ce qui se passe? Je diminue ma contractilité, je diminue ma consommation d'oxygène. Je diminue la fréquence cardiaque, je diminue aussi la consommation d'oxygène. En diminuant la fréquence cardiaque, je diminue la pression. Et on va le voir sous d'autres formes. En diminuant la consommation d'oxygène et la pression, je diminue le travail. Et puis en diminuant le travail, je diminue la consommation d'oxygène, etc., etc. Tout ça, ce sont des boucles de... Donc, ce sont des médicaments tout de suite. Vous reconnaissez MVO2, consommation d'oxygène par le myocarde, et vous pensez insuffisance coronaire. Et puis, diminution de la pression, vous pensez hypertension artérielle, et vous pensez aussi insuffisance cardiaque. Parce que pression égale couplage cœur-vaisseau. Donc chaque fois que vous pensez pression, vous pensez aussi couplage cœur-vaisseau, vous pensez post-charge. Il existe des effets vasodilatateurs, mais ces effets vasodilatateurs ne sont pas attendus, puisque vous allez voir tout à l'heure que ce qui est attendu, c'est un effet vasoconstricteur réflexe. Donc ils ne sont pas attendus, et on ne le voit donc qu'avec des médicaments qui sont bêta-1 bloquants et bêta-2 stimulants, ou qui libèrent du NO. Mais ça n'est pas une propriété naturelle d'être un vasodilatateur. Les récepteurs bêta-2 adrénergiques qui se trouvent sur les vaisseaux sont des médis déjà de la vasodilatation. Si vous les bloquez, vous aurez au contraire une vasoconstriction, où vous allez laisser s'exprimer la vasoconstriction alpha-adrénergique. Et puis d'autres effets, pour ceux qui sont bêta-2 bloquants, en bloquant les récepteurs bronchiques, bêta-2, bronchodilatateurs, le risque est d'entraîner une bronchoconstriction. Donc dès que vous pensez bêta-bloquant, vous pensez bronchoconstriction. Tout de suite, contre-indication chez l'asthmatique, etc. Et la première question que vous posez à un patient à qui vous voulez administrer des bêta-bloquants, avez-vous fait de l'asthme, avez-vous des crises d'asthme, etc. Et puis même s'il n'en a pas, il faut lui reposer la question, parce qu'au fur et à mesure que vous allez le suivre, par exemple quand ils reçoivent des bêta-bloquants pour l'hypertension artérielle, ils peuvent déclencher un asthme. Et puis vous lui posez la question, est-ce que cet hiver, vous avez fait un peu de bronchite asthmatiforme ou une petite composante asthmatique au moment d'une bronchite? Ah ben oui docteur, d'ailleurs ça fait 2 ans que ça dure, avant je ne l'avais pas, puis maintenant je l'ai. Voilà. Donc retenez toujours ce risque-là. Ce qu'on vous a raconté au cours de l'ED, mais qu'on vous redit aussi, souvenez-vous que la sélectivité est toujours dose-dépendance, vous avez appris ça en pharmacologie générale. Si vous montez les doses, vous la perdez. C'est normal, c'est exactement ce qu'on vous a raconté en vous montrant qu'on déplaçait la courbe dose-effet vers la droite. Alors, c'est particulièrement le cas avec l'athénolol, mais l'athénolol, il est prescrit à 50-100 mg et il reste bien sélectif, mais si vous augmentez les doses, vous risquez de faire apparaître un effet bêta-2 bloquant. Pour le propranolol, lui, il est non sélectif, donc de toute façon, vous l'aurez. Bêta 1 et bêta 2 bloquant.